va? Mesdames, Messieurs, parce qu'il y a parmi nous certains distingués, donc chercheurs distingués, nous vous souhaitons la bienvenue à cette conférence débat dont le thème est « Quelle commission électorale pour les élections crédibles et transparentes en République démocratique du Congo ?» Il faut dire que l'organisation de cette conférence a été motivée par une certaine préoccupation d'une large majorité de la diaspora congolaise à l'égard des enjeux politiques de l'heure dans notre pays en ce qui concernerait l'organisation des prochaines élections nationales. Mais cette préoccupation se motive beaucoup plus au combat tout à fait concernant. Cette préoccupation se motive beaucoup plus au constat tout à fait d'échec dans les 3 précédentes gestions de la CENI en République démocratique du Congo. D'où la question de savoir quelle commission électorale pour les élections crédibles et transparentes en RDC. De prime abord, cette question risquerait de plonger dans une espèce d'ambiguïté qui renfermerait sa formulation. Le thème de cette conférence serait-il un sujet qui s'attaquerait sur l'explication du type de commission en tant qu'institution, en tant que structure, ou serait-elle une discussion sur le profil du gestionnaire ou des gestionnaires de cette institution? En d'autres termes, nous va-t-on parler cet après-midi de la commission électorale comme structure ou allons-nous débattre du profil des animateurs de la structure CENI? Toutefois, nous savons que la CENI mène une RDC et le Kamokasi cette CENI de la RDC existerait plus d'une quinzaine d'années, ce qui serait un âge d'une réelle maturité pour un apprentissage bien adhéré d'une structure autant que des animateurs principaux. Or, après avoir prétendu organiser 3 élections nationales, la CENI mène une RDC ainsi que ses animateurs ont brillé par leur manque notoire et presque naturel de crédibilité et de transparence. En d'autres termes, nous pouvons ainsi dire que depuis son existence, la structure CENI-MED-RDC, loin d'être un modèle
dans le domaine qui est le sien aura échoué à venir, par la grâce de l'incrédibilité transparente de ses animateurs. Voilà qui justifierait la problématique voilà qui justifierait la problématique qui se veut nôtre dans cet auditoire, dans cette salle, vais-je dire. Et d'emblée, une question qui se pose, et une question qui exige ou qui exigerait une réponse appropriée à l'égard des enjeux sociopolitiques de l'heure en RDC. Ainsi donc, l'organisation de cette conférence débat se voit être un cadre réflexif de Congolaises et Congolais de la diaspora et autres amis de la RDC, tous réunis dans cette salle pour pouvoir profiter autour d'une expertise avérée en la matière sur ces sujets. Et pour mieux nous appréhender de la problématique du thème de ce jour, il a été convenu d'en dégager deux sous-thèmes. Deux sous-thèmes qui seront développés respectivement par les deux orateurs qui sont devant nous. Mais avant de pouvoir accorder à chacun des orateurs la parole, permettez-moi de vous les présenter ainsi que le thème que chacun d'eux développera comme tout un thème pour lui. Le premier intervenant, ou du moins l'intervenant qui aura à prendre la parole en premier pour développer son thème, ce sera le docteur Maître Martin Mulumba. Son thème, c'est-il la problématique de l'indépendance de la Commission électorale nationale et des élections crédibles et transparentes. Quant à M. Paul Nsapou, lui, il développera le sous-thème intitulé « Le profil des animateurs d'une commission électorale crédible pour les élections transparentes ». Compromis, je vais vous présenter les deux orateurs tour à tour. Je commencerai par celui qui est à l'extrême gauche, donc plus loin, M. Paul Nsapou. Évidemment, avant qu'il ne prenne la parole, il faudra qu'il nous dise qui il est, mais il a choisi un support bien édifiant pour pouvoir décrire son personnage et sa personne. Nous allons suivre une projection qui va nous relater l'histoire de M. Paul Nsapou. La régie, s'il vous plaît. Sur les traces de Paul Nsapou Moukoulou, il se cache bien une silhouette citoyenne dévouée au sens illévé du patriotisme jusqu'au sacrifice suprême, une pièce rare et un modèle du combat permanent pour l'excellence, né à Louloabourg, actuelle ville de Kananga dans le Kasaï central, le 26 juin 1957. M. Paul Nsapou Moukoulou est marié et père d'une famille nombreuse, menant une vie professionnelle irréprochable grâce à sa probité morale dressée. Paul a réussi à inscrire son histoire au pays et sur l'orbite des instances internationales où sont débattues les problématiques de citoyenneté, la démocratie et le droit de l'homme. Surnommé Monsieur Droit de l'homme, à l'image de ses nombreuses enquêtes, travaux, formations et publications, il sera élu à maintes reprises au poste de secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme lors des différents congrès et vice-président de cette dernière aux assises de Taipei, Taïwan, en octobre 2019. En République démocratique du Congo, son pays, Paul Nsapou est à la tête d'une structure bien connue dans la promotion des élections transparentes, crédibles et apaisées, dénommée Ligue des électeurs. Créée le 30 avril 1990, la Ligue des électeurs est parmi les ONG pionnières de la thématique éducation civique et électorale en RDC et sur le continent africain.
l'activisme sur les questions de droits de l'homme a dérangé dans le passé plusieurs régimes qui se sont succédés au pays, ce qui va lui coûter une série de menaces de mort, d'emprisonnement, d'attentats à sa vie, de torture. Les séquelles corporelles sont visibles et à indexer forcé. Formateur en matière de démocratie et des élections, Paul Sabou a formé plus de 50 000 observateurs électoraux et animateurs du mouvement démocratique en RDC, et ce, par le biais des structures locales et organisations membres de la société civile. Parlant de ses responsabilités, ses qualités intrinsèques, son savoir-être et faire l'ont permis d'occuper de nombreuses fonctions de responsabilité. Paul Sabou fonde en 1990 la Ligue des électeurs, ex-Ligue zaïroise des électeurs, où il préside le comité exécutif. De 1993 à 1994, il devient animateur principal du réseau national des observateurs nationaux des élections et animateur du mouvement démocratique en RDC. Dans la même année, jusqu'à l'année prochaine, c'est-à-dire de 1994 à 1995, il participe à la fondation du réseau national des éducateurs civiques, ex-ESIS 2000, membre du CDHM, Comité de droits de l'homme maintenant, de 1987 à 1997. Paul Sabou est co-responsable de la CEI, Commission électorale indépendante, pouvoir organisateur des élections mis au pied par la CDHM en doublure et contrepoids de la CNE, Commission nationale électorale, présidée par le feu professeur Boyona Babeya. Il coanime de 1997 à 2000 le secrétariat technique du comité de suivi de la société civile de la RDC. De 1998 à 2000, il fut administrateur du conseil régional des ONG de Kinshasa, président du conseil provincial des ONG de Kinshasa de 1999 à 2001. Aux années 1999 à 2001, il coordonne la campagne nationale pour la paix durable en RDC, projet de la société civile. De 2000 à 2003, il devient coordonnateur du groupe d'initiative et des contacts GIC de société civile des pays de la sous-région du Grand Lac. Concomitamment, de 2004 à 2005, il est responsable porte-parole élu du cadre de concertation des acteurs non étatiques ANE et la commission électorale indépendante CEI et coordonnateur national du RENOSEC, réseau national pour l'observation et la surveillance des élections au Congo, structure que M. Paul avait initiée et pour laquelle il accepta de mettre à la disposition des observateurs électoraux formés, membre du bureau international et secrétaire général de la FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme, de 2007 à 2016. De 1998 à ce jour, il est membre et co-animateur du World Movement for Democracy, Washington DC. De 1992 à ce jour, il continue d'être aux commandes du conseil d'administration de la Ligue des électeurs, concepteur depuis 2015 à ce jour de la campagne FIDH, Mon vote doit compter. Paul Sabou est membre et conseiller stratégique depuis 2010 du Bureau international d'études pour la paix et le développement, BIEPEL, un organisme international de droit canadien basé à Ottawa, au Canada, dont l'une des principales missions est la promotion des élections libres, transparentes et la gestion des crises pré- et post-électorales. À ce titre, il a coordonné le projet de conception d'un système d'aide à la gestion du processus électoral appelé Election Management System, un outil de gestion des résultats des élections qui permet la collecte des données, leur compilation, l'affichage instantané et dynamique des résultats à l'aide d'une carte interactive, y compris les procès-verbaux, les rapports des incidents et d'autres documents pertinents. En 2016, il a intégré en
organisateurs non étatiques, des ONG congolaises en période préélectorale, structures informelles mises en place avec les parlementaires européens, enfin, de 2010. Bien. Après cette peinture audiovisuelle sur le personnage et la personne de M. Paul Ntsapou, que pourrions-nous ajouter de plus, sinon que de vous dire que nous avons convié à Paul Ntsapou de pouvoir aussi de sa présence dans cette salle en nous honorant par une intervention en sa qualité de président de la Ligue des électeurs et aussi en sa même qualité de vice-président de la Fédération internationale pour le droit humain. Mais avant de lui passer la parole, nous allons présenter le deuxième orateur qui est M. Martin Mouloum. Martin Moulumba est-il réellement un homme représenté au sein de cette diaspora? C'était la question que je me posais au risque de me répéter auprès de nos habitués dans nos différentes conférences. Toutefois, je me dois de croire honorer la personne. Martin Moulumba est un homme qu'on ne présente plus, je l'ai dit. C'est une figure connue au sein de la diaspora. Une figure qu'on a déjà aperçue sur le plateau de télévision internationale et panafricaine, notamment sur TV5 Monde, France 24, Télé Sud, Afrique 24 et autres chaînes, pour parler de la République démocratique du Congo, principalement de la construction de l'état du droit et de la démocratie, qui sont ses domaines de prédilection. Martin Moulumba est docteur et chercheur en droit public à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a une spécialité en droit constitutionnel et institutions politiques. Il a fait une thèse à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, une thèse qui a porté sur la conception de la fonction présidentielle en République démocratique du Congo. Martin Moulumba, évidemment parce qu'il s'agit de lui, est le premier Congolais qui a été choisi pour prendre la parole à la rentrée solennelle de l'école doctorale de droit à la Sorbonne. Et il est, de ce point de vue, une fierté pour notre République démocratique du Congo en général et de la diaspora congolaise en particulier. En plus de son doctorat en droit constitutionnel, il est aussi détenteur d'un master en administration d'élections et bonne gouvernance, toujours obtenu à la Sorbonne. Donc, il n'est pas seulement que constitutionnaliste, mais il est aussi spécialiste des élections. Une expertise que la République démocratique du Congo a besoin. Outre sa casquette de chercheur à l'université, Martin Moulumba est aussi avocat de profession. Et à ce titre, il est l'avocat qui a assisté et défendu en 2002 devant la Cour d'ordre militaire de la République démocratique du Congo, le seul et unique témoin qui était présent avec le président Laurent Désiré Kabila de triste mémoire au moment de son assassinat dans son bureau du palais de marbre à Kinshasa, République démocratique du Congo. Et tous de bien vouloir applaudir ces deux orateurs. Et succès, le vif du sujet, après toutes les questions, mais les questions viendront après leur intervention, tout en sachant aussi que le document sur M. Paul Ntsapou a été tellement édifiant pour retracer, pour caricaturer la personne en soi. Donc, attaquons-nous au sujet. Le premier intervenant, c'est Martin Moulumba. Martin Moulumba va nous parler de la problématique de l'indépendance de la Commission électorale nationale et des élections crédibles et transparentes. Maître,
Merci, chers tous, pour la parole. Souvent dans des conférences, le modérateur présente les conférenciers. Il n'a pas la possibilité, lui, d'être présenté. Mais je peux te rassurer, cher ami, et tu mérites le même hommage. On vient de suivre tout à l'heure la vidéo qui résume un combat. La vidéo qui parle de l'homme et du combat de l'homme. Mais c'est un combat qui marque l'histoire de la lutte pour la défense des droits de l'homme dans notre pays. Nous avons devant nous un monument. C'est comme ça que moi je l'appelle. Je sais que nous, les avocats, quand on avait des dossiers compliqués en matière des droits de l'homme, on avait quelqu'un auprès de qui il fallait demander des conseils. Alors, pour ce combat que je viens de voir, et l'homme qui est à mes côtés, avant de commencer mon intervention, je voudrais vous demander d'applaudir très très fort. Merci beaucoup. Quelle commission électorale pour les élections crédibles et transparentes en RDC? Le thème de cette conférence évoque une question d'actualité en République démocratique du Congo. Le débat de ce jour permettra de nourrir la réflexion sur les réformes souhaitées et attendues au niveau de la CENI pour prétendre un jour avoir des élections réellement transparentes au Congo-Kinshasa. Le professeur Augustin Kitetekekumba Omombo disait « Voter, c'est décider. Voter, c'est choisir. Un peuple qui vote mais qui ne décide pas n'est pas libre. Il doit se battre pour que sa volonté exprimée lors d'un vote soit acceptée et respectée par les dirigeants. Une élection permettant aux citoyens de se décider sur le choix de leurs dirigeants doit être bien préparée, elle doit être bien gérée et surtout être organisée en toute transparence. L'organisation et la tenue d'élections constituent des moments importants dans la vie démocratique de toute nation. Dans une démocratie, le peuple est le seul détenteur du pouvoir. Ce principe est réaffirmé à l'article 5 de la Constitution congolaise, selon lequel la souveraineté nationale appartient au peuple, tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection. On voit bien qu'au Congo, la relation entre les gouvernants et les gouvernés est déterminée par la question des élections. Au terme de l'article 211 de la Constitution congolaise, complété par la loi organique du 19 avril 2013, modifiant et complétant celle du 28 juillet 2010. La Commission électorale nationale indépendante est chargée de l'organisation et la gestion des élections. Depuis sa création, cette commission électorale a organisé 3 élections. En 2006, en 2011 et en 2018. Celle de 2018 a même permis
une première alternance démocratique et pacifique du pouvoir avec l'avènement du président Félix Tshisekedi au sommet de l'État. Mais qu'il s'agisse des élections de 2006, celles de 2011 ou 2018, il est régulièrement reproché à la commission électorale de dépendre d'une volonté politique obscure et d'être un organe spécialisé en braquage électoral. S'agit-il là d'un problème structurel ou simplement d'une question liée au profil des animateurs de cette institution? Telle est la problématique de cette conférence débat qui mérite d'être analysée dans toute sa globalité. La commission électorale joue un rôle capital dans la construction et la consolidation de la démocratie en République démocratique du Congo. L'heure est peut-être arrivée pour faire le bilan de notre système électoral, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et de s'engager dans une dynamique de réforme nous permettant d'éviter toutes les erreurs du passé. Dans le cadre de ces bilans, mon intervention de ce jour portera sur la problématique de l'indépendance de la commission électorale et des élections crédibles et transparentes. Elle sera articulée en deux points. Il s'agira d'une part des conditions pour la tenue d'une élection crédible et transparente, et d'autre part de l'indépendance de la Commission électorale nationale, gage d'une bonne élection. Mais avant d'aborder ces deux points, je tiens d'abord à remercier toutes les personnes qui ont contribué directement ou indirectement à la réussite de cette journée. Mes remerciements vont ensuite à chacun et chacune de vous pour être venu débattre avec nous. Car malgré le contexte difficile que nous traversons, vous avez décidé d'être là. Enfin, en même temps que je lui rassure mon amitié, je remercie Paul pour cette conférence commune sur cette question d'actualité. Lui qui est candidat à la présidence de la CENI nous dira pourquoi et comment il est différent avec ceux qui ont dirigé cette commission depuis sa création. Mais si vous me demandez de définir Paul en des mots, je vous dirai tout simplement courage et détermination. Avec courage, Paul a mené un combat sans faille pour défendre les libertés individuelles et les droits fondamentaux des Congolais. Avec détermination, Paul a résisté depuis le régime de Mobutu à toute intimidation, à toute menace et à toute sollicitation obscure. Depuis qu'il a choisi de faire de la défense des droits de l'homme un combat de sa vie, Paul est resté le même. Il mène ce combat avec conviction et non par simple nécessité. Il est de ce point de vue une des rares personnes qui peuvent résister à la corruption qui caractérise la commission électorale. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Je ne vais terminer mon point liminaire sans avoir une pensée pour toutes les personnes qui ont perdu la vie, car réclamant les élections crédibles et transparentes et une CENI réellement indépendante. Ces personnes méritent notre respect. Elles sont pour nous les grands esprits, et aux grands esprits, la partie doit toute sa reconnaissance. Voilà pourquoi, avec votre autorisation, je vous invite à vous lever et à observer une minute de silence à leur mémoire.
question des élections renvoie à celle de la démocratie, notamment à un des aspects de la démocratie qui est celui de l'origine du pouvoir. Dans une démocratie, le pouvoir vient du peuple. De nos jours, les élections sont une des caractéristiques essentielles hautement valorisées des régimes à prétention démocratique. D'après Maurice Duverger, l'élection est la base du modèle démocratique. Dans la mesure où un gouvernement qui ne repose pas sur l'élection des citoyens n'est pas un gouvernement démocratique. Dans cette même optique, Jean Gicquel et Jean-Louis Essambo considèrent les élections comme le mode normal de désignation et de révocation des gouvernants par les gouvernés, c'est-à-dire les processus démocratiques de légitimation du pouvoir. L'élection est ainsi un moyen par excellence qui sert de thermomètre non seulement pour avoir une idée sur l'existence des libertés individuelles et des droits fondamentaux dans un pays, mais aussi et surtout de leur respect par les autorités. Par les élections, le peuple, dans une démarche rationnelle, prenant en compte son intérêt et celui de la communauté, choisit les plus aptes à gouverner la cité. Mais, pour être crédibles et transparentes, les élections dépendent de qui les organise, de comment elles sont préparées, de comment elles se déroulent, et aussi de comment les différents contentieux qui en découlent sont gérés par les juges. C'est-à-dire que la transparence d'une élection dépend de tout ce qui se passe avant, pendant et après. La phase préparatoire doit être gérée en toute transparence. Il en est de même de toutes les opérations de vote et de dépouillement. Et la gestion par régime indépendant des contentieux qui découlent d'une élection. Toute gestion opaque d'une de ces phases conduit facilement à la fraude et au tripatouillage, ce qui ne permet pas l'acceptation des résultats par les autres candidats et surtout par la population. C'est une gestion qui conduit à des crises interminables et à la contestation de la légitimité des élus. Actuellement, en RDC, les élections sont régies par la Constitution du 18 février 2006, complétée par plusieurs lois, dont la plus importante est la loi électorale du 12 février 2015, modifiant et complétant celle du 9 mars 2006, qui a été modifiée et complétée par celle du 25 juin 2011. Ce cadre légal est en théorie éclairé par les standards internationaux, tels que la Déclaration des droits de l'homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, la Déclaration de Bamako, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de l'Union africaine, etc., etc. Mais malgré ces références à ces standards internationaux, les élections crédibles et transparentes sont toujours introuvables au Congo-Kinshasa. La gestion des élections, au lieu d'être neutre et impartiale, elle est toujours politisée, voire instrumentalisée. Ainsi, parlant des élections en RDC, Jean-Claude Willam, dans un article intitulé « Ébullition électorale au Congo », affirme que les élections dans ces pays, c'est toujours où tu gagnes, mais jamais où tu gagnes, où tu perds. L'idée de perdre une élection par celui qui contrôle l'administration électorale est envisageable en RDC.
Cette affirmation rappelle les propos de l'ancien président du Congo-Brazzaville, Pascal Lissouba, qui disait qu'en Afrique, on n'organise pas les élections pour les perdre. Une élection électorale qui semble être apprise d'une manière professionnelle par les dirigeants de l'autre Congo. On ne peut pas organiser des élections crédibles et transparentes quand les derniers recensements de la population datent de plus de 35 ans et les cartes d'identité n'existent pas. Sans connaître avec exactitude le nombre de la population et pas avoir des conséquences, celui des électeurs potentiels, comment prétendre avoir un fichier électoral fiable pour organiser des élections honnêtes et crédibles? Dans un pays où les fichiers d'état civil sont tenus dans des conditions particulières, où un acte de naissance peut être facilement obtenu par n'importe qui, comment peut-on avoir un fichier pouvant crédibiliser une élection? Avant les élections de 2006, la RDC ne disposait d'aucun fichier électoral. Le législateur avait jugé bon de procéder par l'enrôlement des électeurs pour constituer des fichiers et identifier les électeurs potentiels. Déjà en 2006, cette procédure d'enrôlement avait révélé des failles majeures avec la délivrance des cartes d'électeurs, même aux personnes fictives. La même procédure d'enrôlement a été utilisée en 2011 et en 2018, toujours sans carte d'identité. Elle a donné lieu à un fichier électoral contesté en 2011 et en 2018 par les différents acteurs. Mais au lieu de procéder chaque fois à un enrôlement souvent mal réalisé, sans transparence, et conduisant à la délivrance des cartes d'électeurs, même aux mineurs, aux étrangers, voire même aux morts, il faut plutôt penser à un recensement général de la population permettant, entre autres, de donner au pays un véritable outil de base pour la planification des politiques publiques. En procédant par un recensement général de la population, couplé avec l'établissement d'un état civil fiable et actualisable régulièrement, le pays obtiendra facilement un fichier électoral fiable pour les élections transparentes et apaisées. À ce sujet, une proposition de loi a été déposée au bureau de l'Assemblée nationale par le député Christophe Lutundoula depuis une année. Elle est restée dans les tiroirs jusqu'à ce jour. Au sein de la coalition FCC-CACH, certains affichent une volonté de changement. Ils tiennent à cette réforme du système électoral. Ils veulent qu'elle puisse avoir lieu. Mais d'autres, en revanche, veulent garder les choses telles qu'elles sont aujourd'hui pour des raisons que chacun de vous peut facilement deviner. Les élections peuvent aussi être moins coûteuses. Les outils de la nouvelle technologie peuvent servir dans ce sens. Mais il faudra d'une part l'honnêteté des hommes chargés de les manipuler et d'autre part bien former les agents pour l'usage de ces outils. Toutes ces possibilités peuvent être étudiées. Rien ne peut être exclu dans un monde qui se développe et qui va vite. Il suffit de choisir le moindre mal. Réformer la CENI, c'est rechercher son indépendance pratique et non pas théorique. C'est la rendre impartiale et neutre. C'est aussi se demander sur sa redevabilité compte tenu des attributions qui nous sont confiées. C'est rechercher l'intégrité de ses membres et toutes les garanties de transparence dans sa gestion et dans son organisation. Dans sa configuration actuelle, la CENI est composée de 13 membres. 3 seulement viennent de la société civile,
et les 10 restants représentent le parti politique. Une telle composition favorise l'influence politique sur les décisions. Il est difficile d'avoir la neutralité et l'impartialité recherchées. À cette composition majoritairement politique s'ajoute la problématique de la désignation du président de la CENI par les confessions religieuses, sur le fondement des critères qui ne sont pas clairement connus de tous. C'est une désignation qui semble dépendre beaucoup plus des caprices des uns et des autres et des critères à géométrie variable. C'est d'ailleurs cette situation qui a justifié les dernières marches de contestation qui ont été observées dans les rues de Kinshasa et dans plusieurs autres villes du pays. Sans une commission électorale indépendante, il est difficile d'espérer les élections réellement transparentes. Devant une telle situation, avec des élections souvent chaotiques et sources de crise, on ne peut pas en toute conscience dire observons et avançons seulement. Mais nous devons en toute responsabilité nous engager dans une dynamique de réforme permettant à la fois d'éviter une situation de chaos permanent et ouvrir la voie à la stabilité politique et à la paix durable au Congo. Dans une étude comparative des élections en Afrique ou la gestion des élections en Afrique, nous avons 3 modèles de commissions électorales. Nous avons d'abord les modèles semi-politiques, qualifiés parfois d'hybrides, que nous avons chez nous au Congo, composés d'une association des membres venant de la société civile et des partis politiques. Au Cap-Vert, par exemple, où ce modèle est utilisé, les principales fonctions du processus électoral sont réalisées par le gouvernement sous la surveillance d'un organe indépendant. C'est aussi un modèle qui a été expérimenté par le Sénégal avant de changer, avant de réformer. On a ensuite les modèles politiques, dans lesquels la gestion des élections relève d'une institution qui est indépendante du gouvernement, mais essentiellement ou entièrement composée des représentants des partis politiques. C'est le cas du Bénin. Enfin, il y a les modèles qu'on appelle d'experts ou apolitiques, dans lesquels la gestion relève d'un organe indépendant dont les membres sont choisis par leurs qualités personnelles, leur expérience professionnelle et leur intégrité. C'est le cas du Ghana, du Nigeria et de Sierra Leone. Dans tous les 3 modèles, les systèmes de désignation des membres varient d'une façon significative, tant sur le plan des droits que sur le plan pratique. Mais c'est la manière dont les membres sont désignés que souvent ces commissions arrivent à organiser des élections apaisées et avec des résultats acceptés par la population. Cette étude révèle un avantage sur les modèles apolitiques. L'étude démontre que les pays qui ont expérimenté ces modèles ont réussi à organiser des élections apaisées et non contestées. L'absence des représentants des partis politiques au sein de la commission diminue toute influence politique des décisions qui sont prises par la commission. C'est vrai. On peut dire qu'il faut choisir ces modèles pour la RDC. Mais est-ce que le choix du modèle suffit? Je dirais non. Le problème du Congo, c'est un problème d'homme. Parce qu'on peut avoir un modèle apolitique, mais il faut aussi avoir des hommes honnêtes et intègres. Toute institution est une œuvre humaine. Elle vaut ce que valent les hommes qui l'organisent et la dirigent. Elle est orientée par la volonté politique.
élections d'être intègres ou honnêtes, mais c'est le comportement des hommes qui doivent suivre et garantir cette intégrité. Qu'il s'agisse du modèle semi-politique, du modèle politique ou apolitique, tout dépend des personnes qui composent la commission électorale. De ce point de vue, avoir des élections crédibles et transparentes est une question de volonté politique. Et cette volonté qui a toujours fait défaut en RDC, c'est ce qui explique toutes les irrégularités constatées depuis la création de la CENI. La réforme de la loi portant sur la CENI ne doit pas pour autant occulter d'autres réformes nécessaires. Il en est ici de la loi électorale elle-même qui a démontré quelques insuffisances. La question se pose sur les 2 tours de l'élection présidentielle, permettant de donner au président élu une forte légitimité populaire qui ne souffre d'aucun doute. Le mode d'élection des gouverneurs et des sénateurs a démontré ses limites avec la corruption généralisée qui favorise. Il est aussi temps d'y réfléchir. La question du vote des Congolais de l'étranger doit être posée avec le même intérêt. Il s'agit d'un droit et non pas d'une faveur qu'il faut quémander en se mettant à genoux. Être à l'étranger n'est pas ni un crime ni un péché. De l'intérieur ou de l'extérieur, on est tous Congolais et enfants d'une même maison. Autant de questions qui doivent attirer l'attention des autorités et qui nécessitent des réponses appropriées dans le cadre de ces réformes à venir, de tout ce qui précède. Et tenant compte de toutes les recommandations formulées tant par les acteurs politiques et les missions d'observation électorale lors de ces 3 cycles électoraux, des options sont devant nous. Soit on fait le choix de l'immobilisme et du statu quo et on garde les choses telles qu'elles sont, ce qui est une garantie pour l'instabilité politique et les élections toujours contestées. Soit on décide de s'engager dans une dynamique de changement avec des réformes du système électoral dans sa globalité, ce qui est une assurance pour les élections crédibles et la paix durable en RDC. Le président Félix Tshisekedi milite pour la construction de l'état de droit en RDC. Mettre en place pour les élections crédibles et transparentes, c'est aussi construire un état de droit. Et cela s'inscrit aussi dans sa vision du peuple d'abord, car avec une commission électorale réellement indépendante, le peuple ne votera pas juste pour voter, mais il votera pour décider. Nous espérons que le président Félix Tshisekedi se battra avec la même détermination pour offrir aux Congolais des élections transparentes. Les élections pour lesquelles son parti et lui-même ont milité pendant plusieurs années. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la diaspora congolaise. Je vous remercie. Merci Maître Moulomba. Vous interpellez sur vos propos. Nous allons passer au deuxième orateur qui est Monsieur Paul Sabou. Vous avez la parole. Allô. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour. Merci d'être venus à cette conférence importante en ce moment où la République démocratique du Congo traverse une page de son histoire, une page que tous nous devons essayer d'écrire afin de nous projeter dans un avenir
aider à plus de liberté et plus de développement. Merci d'être là puisque d'autres n'ont pas eu cette opportunité. Comme vous le savez, nos frères qui vivent en Belgique, en Grande-Bretagne et en Allemagne voulaient venir à cette conférence. Mais malheureusement, à cause de la crise sanitaire, ils n'ont pas pu faire le déplacement et ils demandent qu'on fasse la même conférence chez eux. Nous verrons tout ça avec nos compatriotes de la diaspora. Et voilà pourquoi, même vous-même, vous êtes là, puisque vous aimez le Congo. Personnellement, je suis très ému d'être là devant vous, puisque lorsque on m'a surpris par les organisateurs que je félicite pour cette opportunité qu'ils nous offrent d'échanger, de débattre sur un sujet important qui concerne notre pays, on me dit qu'il y a une vidéo, celle que vous avez vue, qui retrace mon parcours. J'ai failli pleurer. Pourquoi? C'est lui qui a réalisé cette vidéo, ou ceux qui ont réalisé cette vidéo, ce sont des simples Congolais. C'est fait chez nous au Congo. C'est également corrigé avec la participation de l'un de mes collègues, et je continue à pleurer jusqu'ici. Le fils de Floribert Chebeya, c'est lui qui nous a présenté la dernière version de cette vidéo. Floribert Chebeya, au Canada. Ils ont fouillé quelque part en RDC les éléments qu'ils ont essayé de réunir et de présenter, qui retracent les grandes péripéties de mon combat, mon parcours. Puisque comme d'aucuns le savent, mon bureau à Kinshasa, sous Mobutu, sous Kabila, les Kabila au pluriel, ont toujours été l'objet de saccage, de destruction et même des habitations par le fait que je dénonce ou j'ai dénoncé avec force les violations des droits de l'homme et les crimes qui se commettaient en grande quantité, à grande échelle dans notre pays. Alors tout ce que nous avions comme documentation a été emporté et détruit. Alors j'étais très très étonné de voir que Florny et toute l'équipe ont réalisé cette banque de données. Je voudrais vraiment vous demander de conserver une minute de silence pour Floribert Chebeya, cet activiste des droits de l'homme qui était dans la même lancée que moi par rapport aux questions des droits de l'homme et des élections. Une minute, s'il vous plaît. Bien. On demande de parler, les organisateurs vont demander de parler du profil des animateurs d'une commission crédible pour les élections libres, transparentes et démocratiques. Bon, j'avais préparé un exposé en 3 points, mais lorsque j'ai écouté le docteur Martin, je me suis dit qu'il faut que j'aille vite en besogne,
puisqu'il a abordé la question du thème principal lié à la nature de la commission électorale. Alors je me suis dit, je vais quand même essayer de faire un petit constat sur les types des organisations des commissions électorales en Afrique. Un petit constat, un petit résumé. Dans une étude comparative que j'ai eu à mener dans le cadre d'une collaboration de la Ligue électeurs et le Bureau international d'études pour la paix et le développement sigle BIEPET plutôt, BIEPET au Canada, j'ai constaté que nous avons tous abouti aux mêmes conclusions sur les types de commissions électorales mises en place depuis la vague des conférences nationales dites souveraines en Afrique. Et donc, je suis donc arrivé à cette conclusion que la structure des organes de gestion des élections OGE s'aligne essentiellement sur deux schémas différents. Le docteur a dit qu'il y avait trois types d'organisations qu'on met en place pour gérer les élections politiques, semi-politiques et apolitiques. Mais tout ça ramène à une considération à laquelle les experts de questions électorales ramènent à deux schémas. Un schéma partisan basé sur les critères politiques, d'une part, et un autre schéma non partisan qui tape lui sur les critères apolitiques relevant des compétences de la société civile. Alors, rapidement, s'il faut parler du schéma partisan ou politique, alors, ce schéma souligne, lui, la représentativité des partis politiques de façon soit individuelle, soit groupée en mouvance présidentielle et opposition. Dans ces cas, l'on accorde généralement un tiers de sièges de l'organe de gestion des élections, c'est-à-dire la commission, à la mouvance présidentielle, un autre tiers à l'opposition et un troisième tiers à la société civile. Les formations politiques disposent ainsi de 2 tiers de la composition de la commission. Au-delà de cette politisation inhérente, il ressort de cette étude que la plupart des pays africains ayant de nombreux partis politiques, parfois déclarés au nombre de 100 et voire même plus que ça, les problèmes s'accentuent par manque de critères de sélection appropriés. Par exemple, le critère le plus souvent retenu est celui de la représentation des partis au sein des institutions de l'État, ce qui réduit la participation civique et accentue par conséquent le déficit d'indépendance de la commission tel que l'a démontré Dr Martin. Ce modèle, basé sur la partisanerie dont on tente de camoufler le risque de partialité par une représentation équilibrée des forces politiques en France, est celui qui est le plus utilisé dans le pays francophone. Eh bien, on constate que la RDC et la Côte d'Ivoire n'y ont pas échappé. Il est aussi important de noter qu'il est très désavantageux pour l'éclosion et l'accès aux affaires des candidats. Il n'émane pas d'un grand parti politique. Le schéma non partisan, quant à lui, écarte toute influence politique, tant sur le plan collectif qu'individuel. Aucune formation politique à titre individuel ou relevant soit du pouvoir, soit de l'opposition, aucune institution de l'État n'est représentée au sein de la commission, qui est essentiellement une émanation de la société civile. Ce modèle
exclut tout élément politique qui se traduit non pas par la seule exclusion des partis politiques dans le choix des membres de la commission, mais par l'exigence même de la non-affiliation partisane au plan strictement personnel des membres qui sont désignés. Le modèle du Sénégal, basé sur une commission électorale politiquement neutre, semble être expressément et implicitement privilégié dans la plupart des pays anglophones tels que la Gambie, le Ghana, le Nigeria, le Sierra Leone, le Libéria, etc. Le choix des membres de la centrale électorale dans ces pays est opéré dans la société civile et essentiellement sur base d'un critérium sévère tel que je vais l'énumérer dans le point 2 de mon intervention. Ce qui évite à ces membres d'avoir des liens et une coloration politique et de gérer avec compétence le processus électoral. À titre illustratif, je me souviens du poids exercé sur le processus électoral que j'ai eu à observer au Sénégal via le programme de la FIDH, #Mon vote doit compter, et en synergie avec mes collègues de la société civile sénégalaise. Comme je disais, ils ont su se dépasser et offrir au peuple sénégalais une élection qui respectait le choix des électeurs sénégalais, même s'il y a eu des contestations, c'était compréhensible et acceptable. Comme je disais, et en conclusion de mon observation des organisations, plutôt des organes de gestion des élections en Afrique, le modèle basé sur le partage politique des commissaires ou des membres a conduit à des commissions politisées et partisanes qui ont péché par manque d'indépendance. Ce modèle favori dans la plupart des pays francophones africains a caractérisé la CI et les CENI de la RDC en 2006, 2011 et 2018. Ce modèle a largement démontré ses limites et est considéré comme précurseur des conflits armés post-électoraux en Afrique, comme ce fut le cas dans notre pays en 2006 et en 2011. Au Congo-Brazzaville en 1999, au Gabon en 2009, au Togo en 2010 et en Côte d'Ivoire en 2012. Cependant, le modèle basé sur les compétences et la probité des membres de la société civile exclut toute influence de la politique sur la commission, ce qui lui confère son indépendance. Les systèmes électoraux qui ont opté pour ce modèle ont connu des succès, comme au Ghana, au Cap-Vert, au Libéria, en Zambie, et nous avons cité aussi le Sénégal. Et la renommée de leurs acteurs sociopolitiques et celle de ces États eux-mêmes s'en est vu grandir plus tôt. Voyez par exemple quand Kofi Annan du Ghana disait encore: saurions-nous en tant que nation être en mesure de défendre nos talents à l'extérieur sur base seulement de leur appartenance politique? Il s'interrogeait. Avec nous, nous nous interrogeons. Je vous assure que, de mon expérience dans le mur des Nations Unies, durant toutes ces années, je n'ai vu que des gens, pour la plupart, compétents. Alors, j'en arrive vraiment au deuxième point qui concerne le profil des membres de la commission électorale. Et je citerai sur une recommandation pour la RDC. Alors, pour revenir à la RDC qui a tenté à 3 reprises et sans succès l'expérience du modèle basé sur les critères politiques des commissions ou des membres de la commission électorale, comme nous l'avions suggéré jadis à la conférence nationale souveraine à Kinshasa, au dialogue national à San City, nous recommandons le modèle non partisan ou apolitique, basé sur les compétences de la société civile, qui exclut toute influence politique sur la CENI et dont le profil de membres se résume par la
possession des compétences managérielles et une probité morale avérée, en plus de la jouissance de la confiance du peuple. Ces critères sont à mes yeux les minimums requis pour démontrer des compétences adéquates en temps normal dans un contexte assaini. Mais puisqu'il s'agit de la RDC, nous savons que le cadre sociopolitique est extrêmement complexe. Il est donc important pour moi de relever que la simple maîtrise du cadre socio-économique sur le terrain ou une connaissance générale, théorique d'ailleurs, des modèles des OGE, c'est-à-dire organes de gestion des élections, cette connaissance à elle toute seule ne suffit pas à assurer une bonne gestion de la CENI en RDC. Les animateurs doivent donc, les animateurs principaux de cette commission doivent donc, détenir d'une compétence notoire en matière de droits humains, au-delà de la simple maîtrise des questions de droits civiques. En fait, on se limite souvent à penser que le droit de vote est éminemment, exclusivement un droit civique et fondamental à l'exercice démocratique. Mais en fait, le droit de vote est foncièrement l'expression du droit fondamental de la liberté humaine et du droit de chacun de choisir ceux et celles qui le gouvernent. Il ne suffit donc pas seulement d'être un activiste sociopolitique dans la société civile, mais surtout de posséder des compétences pratiques et éprouvées en matière de droits humains. Cette expertise est donc indispensable à l'expression de l'amour du prochain, de ses compatriotes et de son pays. Avec cette qualité particulière, une personne intègre, honnête et de bonne probité morale qui ne pourrait se permettre de cautionner les hold-up électorales, la fraude ou les vols électoraux. Ces animateurs doivent également jouir d'une notoriété internationale affirmée. Sans trop m'étendre sur les théories du comportement, par exemple, de Maslow, j'en emprunterai du moins la plus fameuse, celle de la pyramide de besoins humains. En fait, au sommet de la pyramide se trouve le besoin d'accomplissement qui caractérise les personnes dont la notoriété transcende le besoin d'acceptance. Or, un animateur de la CENI qui n'aurait pas encore transcendé les besoins d'acceptance se risque de sombrer dans la corruption, non seulement pour améliorer sa condition sociale, mais surtout pour actualiser son appartenance à l'élite du pays, à une certaine bourgeoisie, à une certaine classe politique. Cependant, un animateur ayant déjà atteint une notoriété internationale se verrait forcé de ne pas entacher son image auprès de ses pairs d'autres cieux. Je vous dirais par exemple que lors de mes discussions avec le célébrissime sénateur américain Bobby Rush, du célèbre Black Panther, c'était le 25 juillet de 2019, nous avions avec lui évoqué entre autres ce problème. Nous avions parlé et nous sommes tombés d'accord sur le fait que le manque de probité morale peut non seulement détruire une carrière, mais aussi le tissu social des personnes trempées dans la corruption dans les pays même développés. Voyez par exemple le cas de Bernie Madoff ou de Ghislaine Maxwell aux États-Unis qui ont été rejetés de leurs anciens cercles sociaux. Tout simplement, ils ont voulu s'accomplir en acceptant la corruption. Et aujourd'hui, Max
Well aux États-Unis pour fraude, je ne sais pas moi, escroquerie financière. Il est en prison en Caroline du Nord et avec une condamnation de 150 ans de privation de liberté. Un autre aspect important de la notoriété internationale est qu'elle permettra d'isoler les animateurs de la CENI de toute pression interne en leur assurant un soutien extérieur de la diaspora congolaise, mais aussi des amis de la démocratie sous d'autres cieux. Finalement, les animateurs de la CENI doivent démontrer un niveau de technicité bien au-delà d'une simple connaissance dans les domaines électoraux et des compétences managériales. Dans la situation actuelle de la RDC, ils doivent disposer d'une expérience pratique avec deux modèles d'organisation et de gestion des élections présidées. Mais surtout, c'est lui, apolitique, qui est le mieux approprié à la RDC. Il s'avère bien évidemment que ne peut mener à bon port qu'un capitaine qui a navigué avant. Pour cette nouvelle restructuration de la CENI en RDC, après les élections chaotiques de 2006, ayant conduit à un conflit armé entre les deux candidats au second tour, la RDC a restructuré la CEI en Commission électorale nationale indépendante, CENI. Malheureusement, cette restructuration d'apparat n'a pas permis qu'un changement de nom, et aucune vraie réforme de fond, et par conséquent, elle conduisit la RDC à des élections présidentielles et législatives contestées en novembre et décembre 2011. Et depuis, elle continue à miner la crédibilité des institutions de la RDC au lendemain de cette dispensation électorale. Considérant donc que la pression du peuple congolais, appuyée par la Commission internationale pour une restructuration profonde de la CENI, avait fini par avoir raison de la classe dirigeante congolaise qui a reconnu la nécessité et l'urgence de restructurer une fois encore sa commission électorale à la suite d'un manque d'indépendance de celle-ci. Mais la grande question avait été celle de savoir si le gouvernement et le Parlement congolais, après toutes ces tentatives d'élection entachées de graves irrégularités, selon les observateurs tant nationaux qu'internationaux, disposaient de la légitimité ou de l'autorité morale requise pour piloter cette nouvelle respiration. Nenni, d'après les experts et personne avisée, cela n'a pas été une restructuration en profondeur. Ces derniers estimant qu'il ne s'était agi que d'une restructuration sur la forme et l'augmentation du nombre de sièges répartis entre la mouvance présidentielle, l'opposition et la société civile, comme l'a si bien démontré le docteur Martin. Il serait donc injuste de considérer que la fraude électorale de 2006, 2011 et, dans une certaine mesure, 2018 en RDC était l'œuvre de seuls présidents successifs de la centrale électorale et de la majorité présidentielle. Les partis politiques de l'opposition, qui étaient aussi représentés dans la CENI, s'étaient compromis en validant le résultat de toutes ces fraudes et irrégularités dans les élections. Soulignons également que les soi-disant et minoritaires représentants de la société civile dans cette institution, dite d'appui à la démocratie, s'étaient aussi compromis. Ainsi, la restructuration de la CENI ne doit pas seulement consister à changer les acteurs tout en gardant le même modèle qui a pourtant montré ses limites, mais cette restructuration doit consister à un changement de sa composition structurelle. Les politiciens congolais doivent comprendre qu'on ne peut pas être à la fois juge et parti. On ne peut en aucun cas parler de l'indépendance de la CENI en voyant le même politiciens qui sont dans la course électorale et en quête de positionnement politique
contrôler la CENI via leurs représentants. Les politiciens congolais, tant de la majorité présidentielle que ceux de l'opposition, ont démontré leur partialité en se compromettant avec les fraudes électorales de récente mémoire et doivent accepter de laisser la société civile piloter la CENI, comme c'est le cas dans d'autres pays africains, Sénégal, Ghana, etc., comme je le disais un peu plus haut, où les processus électoraux ont été un succès. Voilà, cette analyse, on l'a vu avec de grands analystes comme Ismaël Madior, comme Honoré Guy et tant d'autres, des collègues avec lesquels nous avons suivi des formations en matière d'élection dans des grands centres et institutions dédiées à ce genre de travail. Alors, en conclusion, je dirais que le modèle actuel en RDC n'est pas propice à l'indépendance de la CENI. Il est plus que temps de changer ce modèle en se tournant vers un modèle non partisan, c'est-à-dire le modèle apolitique, qui par ailleurs assure de préserver les droits humains et civiques des Congolais. Les administrateurs de la CENI, quant à eux, doivent posséder des compétences essentielles de base. Mais au-delà, ils doivent détenir une compétence notoire en matière de droits humains, je le répète, jouir d'une notoriété internationale affirmée et démontrer au niveau de la technicité et au niveau de la technicité pratique, démontrer un niveau de technicité pratique et éprouvé dans l'application du modèle apolitique. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais préparé en termes de profil des animateurs de la commission de la centrale électorale pour notre pays. Et vous les constaterez que le moment actuel, avec l'avènement du président Félix Tshisekedi à la tête du pays, nous traversons un moment historique très important. Et personnellement, quand je suis rentré il y a 18 ans d'exil au pays, j'ai revu mes collègues de la société civile. J'ai également revu de nombreux observateurs parmi les 50 000 que j'avais formés et que la Ligue des électeurs essaie d'entretenir. Bon, il y avait de l'enthousiasme, il y avait aussi du regret. J'ai subi une pression intense pour que je rentre au pays. La conjoncture politique s'y prêtait pour que, enfin, on puisse construire ce pays ensemble. Alors, j'ai observé que tous voulaient me voir jouer un rôle. Et quel rôle? Soit au niveau des élections, soit au niveau des droits de l'homme. C'est comme ça que, analysant cette situation, et avec toutes ces pressions, nos frères, nos compatriotes qui sont restés au pays, nous ont vraiment demandé de dire à la diaspora que vous êtes, de rentrer au pays, construire ce pays ensemble. C'est maintenant ou jamais. C'est pour cela, voyant toute cette demande sociale, je me suis dit, bon, je m'engage, je réponds à l'appel de mes compatriotes et le 11 juillet de cette année, j'ai dû officiellement déposer ma candidature auprès des instances qui sont habilitées à examiner ce dossier. Le 11 juillet, après tout ce que vous avez suivi au niveau du Parlement, au niveau des confessions religieuses, et cette annonce a pu provoquer beaucoup de manifestations
chers compatriotes de la diaspora, beaucoup parmi vous m'ont demandé de ne pas reculer, m'ont demandé de postuler pour la présidence de la commission électorale indépendante. Et j'ai accepté au nom donc de cette diaspora, au nom de mes compatriotes, je suis préparé pour m'assumer puisque j'estime que j'ai des compétences. J'estime également que je tiendrai les coups, mais ensemble, nous pouvons tenir les coups, puisque la RDC a besoin de réussir ces maillons-là de la chaîne qui doit tourner normalement. Ces maillons-là, ce sont les élections libres et transparentes qui doivent nous permettre de nous placer sur un piédestal, sur un niveau où la RDC peut alors espérer décoller définitivement. Nous ne devons pas rater ce moment. Nous ne devons pas gâcher ce maillon dont nous avons besoin, puisqu'il y a un autre compatriote qui était aussi de la diaspora qui est rentré, Félix Tshisekedi, qui se bat dans le peuple. Mais je pense que s'il y a de membres de la diaspora qui sont réellement décidés à aider, à contribuer, à saisir cette opportunité, je pense qu'ensemble, nous pouvons réussir, nous pouvons faire la différence, nous pouvons aider notre pays à aller de l'avant. Voilà, c'est fort de cette demande sociale. J'ai dû donc accepter de me lancer dans la course pour la présidence de la commission électorale indépendante. Je demande à mes frères de la diaspora et mes sœurs de la diaspora, je demande de m'apporter leur soutien, puisque finalement on m'appelle diaspora, etc. J'ai besoin de ce soutien-là. Et ensemble, nous pouvons faire mieux. Et je déclare, j'affirme devant vous que je suis candidat au poste de la présidence de la République. Merci. Je me tiens à votre disposition s'il y a des questions d'éclaircissement et autres. Je suis prêt à répondre, en débattre avec vous. Bien. Bien. Nous avons suivi. Oh là là, il y a pas mal d'histoires. On va vite à 24 heures. Prenez votre patience. Pas mal, hein? Pas mal, parce que non, on n'est pas là pour le mal, on n'est pas là pour le mal. Ça va chauffer, j'essaie. Nous allons procéder alors à l'échange avec les deux orateurs. Nous prendrons une série, nous irons par série de questions. 5 questions à la fois et 5 questions par après. Soyons brefs. Là, rien qu'à regarder, il y a plus de 30 doigts en l'air, donc soyez brefs. Que la question soit posée à l'un ou à l'autre, ils vont noter. Mais 5. Nous commençons par le monsieur ici. Vous vous présentez et puis le micro, s'il vous plaît. Ah. Monsieur Mouazaka Bongo, de la région parisienne, comme je vous faisais appeler jadis. Une question et une remarque. La question s'adresse à M. Moukoumba. Comme vous disiez, M. Moukoumba, on n'organise jamais des élections, pour paraphraser le président africain, on n'organise jamais des élections pour les perdre. Ma question c'est de savoir si on revisitait le nombre de mandats en les réduisant par exemple à
un seul mandat unique de 7 ans, sans que le sortant ne puisse se représenter, est-ce qu'on contrôlerait cette difficulté dans la mesure où celui qui sort, bien sûr, ne organisera pas les élections à tout prix pour les gagner. Monsieur Paul Nsapou, c'est quelqu'un que je connais depuis quelque temps. La première rencontre remonte à Washington, D.C. en 1997, où nous avions organisé quelque chose de très intéressant concernant le Congo, au moment où nous craignions une deuxième dictature qui s'installait avec l'arrivée de l'AFDEL et de M. Kabila. Depuis, on a gardé le contact. S'il y avait juste un mot à dire, c'est mon soutien total à cet homme intègre. Je suis moi-même psychiatre et neurologue, docteur en sciences. En tant que psychiatre, je scrute les gens que je côtoie. Et s'il y avait une voix à mettre dans l'urne pour le futur président de la CNI, je n'hésiterais même pas. Mais j'allais dire ceci, et je vais être bref. L'homme reste corruptible. Et même M. Sabou, Paul, peut être corrompu dans le système en place. La chance qu'il a, s'il était élu, c'est qu'il arrive au moment où le président Félix Tshisekedi a fait de la corruption un peu son... Ah, mais j'allais dire, aidez-moi, mon cheval de bataille, espérant qu'il va y arriver. Donc, M. Paul Nsapou, si par exemple vous aviez à proposer ce modèle parmi les 3 que j'ai entendus tout à l'heure, pensez-vous, premièrement, arriver à n'avoir que des gens de la société civile compétents qui puissent vous accompagner dans cette tâche, d'une part, et d'autre part, ce système à tour unique, à un seul tour de nos élections, est-ce qu'il serait amendable rapidement d'ici à l'organisation des élections de 2023? Je vous remercie. Deuxième personne au fond là-bas. Il est là. Oui, oui, oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, moi, c'est André Espouzon, je suis journaliste chez LCA News. Permettez-moi, parce que je présente Edith Lingala, donc je suis obligé de parler à Lingala pour les téléspectateurs. Donc, moi, je m'excuse beaucoup. Alors, je m'adresse à Paul Nsapou. Bonsoir, M. Paul. Alors, on a dit qu'on a une opinion sur parce qu'il y a aucun peu le micro dans la candidature. C'est bien. Parce qu'à un moment donné, dans son dernier moment, en 2007, je pense qu'au Koïba, comme dans le Global, c'était par rapport à l'administrateur où il fallait pas diriger le Congo dans la transition. Donc, vous avez une liste, je faisais partie de la commission Oyo. Tchaki Congo l'a posé parmi parce qu'on pensait que vous avez dit que le Congo est bien pour la transition. Mais et quand c'est une chose parce que au long du Congo n'a pas sans expliquer. Alors que c'était important pour nous que tout le monde ait Paul Nsapou parmi ces gens. Alors, on a dit Naïba, pourquoi Paul Nsapou a retiré le Congo? Quelle influence est sur les Congo parmi les douanes? Aujourd'hui, au lobby, il faut un candidat dans ces pays. Alors, au lobby, la diaspora, c'est Guillaume aux candidats. Non pas vision, sentiment, responsabilité comme candidat. Est-ce que ceux qui au vraiment un bon responsable ou bien aux autres qui dépassent qui influence la diaspora des CNIO, au assumer ou pas. Comme vous ne parce que nous avons responsable politique. Les Congolais ne sont pas responsables. Est-ce que les vision, les sentiments, est-ce qu'ils ont volonté ou parce qu'ils ont qui nous. Merci beaucoup.
Une dame, madame. Il y a une dame qui a les... Non? Dites. Merci beaucoup pour la parole. Je remercie beaucoup Dr Martin Moulumba et M. Paul Sam pour cette petite conférence que vous avez donnée à nous. Bon, ma question est la suivante. Moi, c'est un peu technique. Donc, ici, là, nous parlons de la population. Parce que les élections, ce sont... On dit les élections, c'est la volonté populaire dont on parle ici. Alors, ma question est la suivante. Avant de soigner, cette question, c'est pour vous deux. Chacun prendra part, Martin pour les problématiques, M. Sabou pour les profils. Alors, ma question est la suivante. On dit souvent, avant de soigner une maladie, il faut connaître de quoi le monsieur ou la personne souffre. Quelle est cette maladie? Quelles sont les conséquences de cette maladie? Qu'est-ce qui amène cette maladie? Les virus de cette maladie. Donc, ici, là, selon vos dires, vous avez vraiment condamné, admettons que vous avez condamné les échecs de la commission électorale congolaise. Alors, dites-nous, quelles sont les causes? Qu'est-ce que vous avez remarqué qui apporte, qui amène à cet échec du point de vue problématique et du point de vue profil? La dernière question, ça c'est à M. Paul Sam. Vous avez parlé de la notoriété internationale, transcender les besoins de l'acceptance. Vous avez parlé de la probité morale, vous avez parlé du niveau de technicité et managériale. Moi, la question est la suivante. Monsieur Sabou, dites-nous, que diriez-vous du niveau de la technicité des agents devant un niveau de vie sociale tribale et d'une politique salariale devenue presque fictive? Merci beaucoup pour la question. Monsieur, je cherche une femme là. On est à la quatrième question, à la cinquième chaîne table. Il faut la mixité. Merci beaucoup de m'accorder la parole. Moi, je suis Jean-Paul Bofunda, membre de la diaspora, membre actif de la diaspora. Je commencerai par saluer Paul. Merci pour cette conférence, qui est très utile, et au professeur Martin Moulumba, bien sûr, qui a fait une communication très très importante. Je crois qu'il faut être factuel dans l'approche que nous avons de cette future CNI. Il y a un point très important que vous avez soulevé, professeur Moulumba, c'est la volonté politique. Aujourd'hui, la volonté politique dans notre pays réside dans la coalition. Une coalition qui a des objectifs aux antipodes. Un des partenaires veut changer la situation politique du pays, mais l'autre veut la garder en l'état pour se permettre de revenir en 2023. Et donc, je crois que c'est une situation qui va nous empêcher, justement, d'avoir cette volonté politique pour obtenir une CNI apolitique. Je veux même plus loin, au niveau du Parlement, si on devait, parce que c'est le Parlement qui doit transformer la CNI. Si on va au Parlement, une fois de plus, c'est le partenaire qui veut que les choses restent en l'état, qui ne pourra pas, donc on ne pourra pas obtenir ce changement au niveau de la CNI. Il y a donc un véritable combat à mener à ce niveau-là, au niveau de la population, mais aussi au niveau de nos autorités politiques. Il faut que le président de la République se rende compte que s'il ne force pas le verrou, nous n'arriverons pas à obtenir
la CENI que nous voulons. Et je me demande ce qu'un homme comme Paul Sabot pourrait faire pour apporter dans la CENI, dans une CENI avec la configuration actuelle. Premier problème. Deuxième problème. Même si on atteint cette volonté politique, il reste encore un autre problème. Il faut savoir que la CENI, ce n'est pas le pouvoir organisateur des élections, c'est l'exécutif national, à savoir le gouvernement et le président de la République. Donc, cette CENI, si elle veut vraiment être indépendante, outre le fait qu'il faut éliminer, dépouiller complètement la CENI de tout l'aspect politique, il faut que la CENI trouve un moyen de financement qui ne soit pas dépendant du gouvernement. Je n'ai pas réfléchi complètement à la question, mais il y a quelques pistes de réflexion. Notamment, on pourrait faire une sorte de vase communicant, une CENI neutre, indépendante, qui sollicite des organismes internationaux qui sont spécialisés, comme la Fondation Carter par exemple, qui sont spécialisés dans l'organisation des élections, qui financent ces élections, et ensuite le gouvernement paye ces CENI. Voilà, je termine. Merci. S'il vous plaît, pendant que les uns et les autres interviennent, comprenez qu'ils s'adressent aux orateurs qui auront à répondre par après. Une dame. Cinquième et dernière question. Il y a une deuxième dame, c'est ça? On y va. Bien, merci. Moi, je me présente, je m'appelle Bernadette Chungou. Voilà, et j'ai été élue pendant 12 ans, présidente de bureau de vote centrale de ma ville pendant toutes les élections qui se sont déroulées pendant mes 2 mandats. J'ai arrêté pour des raisons personnelles. Et pour cela, le sujet m'a bien intéressé. Je viens de Dijon, et c'est aussi parce que c'est Martin qui est un ami maintenant, et que j'apprécie beaucoup. C'est pourquoi je suis venu. Et M. Sapou, peut-être qu'il se rappelle plus de nous, quand on a fait la sortie officielle à l'Assemblée nationale, le CEFOC, le collectif des élus français d'origine congolaise, on était avec vous. Voilà, là, je me rappelle bien de vous. Donc, je n'ai pas beaucoup de questions, plutôt des observations. Et je vais commencer déjà par la définition de l'élection, parce que là, on parle des élections. Voilà, les élections, voilà, désolé. Vous n'allez pas donner bon, je ne trouve plus une élection, en fait, c'est le peuple qui donne un mandat ou à un groupe d'individus pour pouvoir décider à sa place pour sa quiétude, tout simplement. C'est ça les élections. Et je vais poser la question à Martin. Si chez nous, aujourd'hui, il y a eu des élections, vraiment, parce que le même peuple qui a donné mandat à ceux qui se prétendent être les représentants du peuple, et le même peuple est en train de les décrier. La question reste à poser. Il y a quelques semaines, on était dans cette salle et à débattre de l'état de droit. Mais je reviendrai encore avec cette question, Martin. Penses-tu que ce n'est pas encore un mythe, l'état de droit au Congo, par rapport aux élections? Voilà, je connais la réponse, mais j'aimerais que tu me la donnes. Et j'ai une autre question aussi à poser à M. Sabou, parce que moi, je suis une vraie défenseuse de droits humains. Je suis la porte-parole des SOS Racisme. Et j'étais à la NDH avant aussi. Et je me demande où sont passés vos amis de la société civile, particulièrement les défenseurs des droits humains, parce qu'on n'en entend plus parler. Est-ce que parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de violations de droits humains au Congo, ou tout... Si